Pendant des décennies, la Chine a travaillé dans l'ombre, patiente, méfiante, puissante, mais silencieuse. Elle observait le monde s'extasier devant les séries américaines, consommer son fast-food, fredonner sa pop sucrée. L'Occident menait la danse, l'Amérique régnait et la Chine produisait. Produisait tout, mais ne vendait que des produits, pas des rêves. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, la Chine ne veut plus seulement assembler, elle veut rayonner, faire rêver, exporter des désirs, des émotions, une vision du monde. À l'instar des États-Unis tout au long du XXe siècle, elle a compris que la puissance ne passe pas seulement par l'économie, les infrastructures ou la technologie, mais par la capacité à occuper l'imaginaire collectif, à modeler les récits, à imposer des icônes, à colorer des fantasmes. Et pour cela, elle a mis en chantier une stratégie d'influence d'une ampleur inédite, une opération de soft power planétaire menée au millimètre près. Et cette offensive ne se joue pas uniquement sur les sommets du G20 ou dans les discours de Xi Jinping, elle se déploie sur tous les terrains de l'entertainment. Dans les peluches collector qui affolent TikTok comme la Bubu, dans les blockbusters animés comme Neja 2, dans les jeux vidéo comme Black Myth Wukong, dans les séries historiques, les drames wuxia, les romans transmédia, une culture de masse en expansion, ultra technique, décomplexée, entièrement calibrée pour conquérir un public mondial. Il n'a d'ailleurs jamais été aussi facile d'aller en Chine. Les mesures de visa sont assouplies, les influenceurs occidentaux y sont accueillis à bras ouverts et les plateformes regorgent de vlogs tournés entre Shanghai, Chengdu et Hangzhou. Il suffit de quelques clics pour tomber sur un streamer américain, français ou brésilien qui découvre émerveillé la propreté des rues, la fluidité des transports, les temples modernisés ou l'expérience d'un centre commercial intelligent. Ce n'est plus un simple pays, c'est un monde alternatif, une promesse d'avenir qui s'auto-markete. Et pendant ce temps, les États-Unis vacillent, Hollywood peine à se réinventer, les blockbusters s'effondrent, le récit américain ne fait plus rêver. Là où les générations précédentes grandissaient avec Friends, McDonald's et MTV, les Gen Z d'aujourd'hui parlent K-pop, K-drama, manga, l'imaginaire mondial se tourne vers l'Est. Et ça, la Chine l'a bien compris. Mieux, elle s'en empare. Car si aujourd'hui la Corée semble avoir une longueur d'avance dans la guerre du soft power, elle reste un pays de 50 millions d'habitants, avec des moyens limités, une langue peu parlée et une industrie encore dépendante des plateformes américaines. Le Japon, lui, a longtemps régné en maître avec ses mangas, ses jeux vidéo et ses films d'animation. Mais sa puissance créative s'est lentement repliée sur elle-même. La Chine, elle, est un mastodonte, 1,4 milliard d'habitants, une industrie structurée, des subventions massives, des ambitions planétaires et une idéologie culturelle claire, ne plus importer les récits, mais les produire et les imposer. Ce n'est pas un hasard si la Bubu, petite peluche mutante aux dents acérées, conçue par un illustrateur hongkongais, est devenue en quelques mois un symbole global de la coolitude chinoise. Ce n'est pas non plus un hasard si Tencent rachète des studios à Hollywood pendant que TikTok réécrit les codes de la célébrité. Ce n'est pas un hasard si les films chinois s'exportent avec une efficacité croissante, que les festivals s'y intéressent, que les grandes marques s'y alignent. La Chine ne joue plus, elle avance. Et elle avance vite. Mais ce soft power conquérant, cette vision d'un rêve chinois global ne sort pas de nulle part. Il s'ancre dans une histoire longue, complexe, souvent ignorée et qui commence ailleurs, à Hong Kong. Car avant la Chine continentale, avant les mégastructures de Pékin, avant les studios numériques de Chengdu, c'est Hong Kong qui a fait rayonner le cinéma asiatique. C'est là, entre les années 80 et 90, qu'est née une culture populaire d'une puissance sans équivalent. Et c'est cette culture-là que Pékin a d'abord méprisée, puis récupérée, digérée, remodelée, jusqu'à en faire l'un des piliers de sa nouvelle stratégie. Alors pour comprendre comment la Chine façonne aujourd'hui ses images, comment elle produit ses films, ses héros, ses icônes, il faut repartir du début. Revenir à l'âge d'or du cinéma hongkongais, à sa chute, à son absorption et à la manière dont des cinéastes aujourd'hui réinventent l'équilibre entre blockbuster, propagande et gestes d'auteur. À travers le parcours d'un réalisateur hors norme qui illustre parfaitement cet équilibre, Tsoi Cheng. À travers cette série de vidéos, on va analyser son œuvre, mais surtout à travers lui, on va tenter de comprendre comment la Chine utilise son industrie du divertissement pour imposer ses récits, ses valeurs, son modèle, une stratégie millimétrée pour prendre le lead dans l'imaginaire global. Et une question traverse tout ça. Sommes-nous à l'aube d'un âge d'or du cinéma chinois, comme les États-Unis ont pu en connaître un dans les années 30 et 40, et après un siècle américain, assisterons-nous à un siècle chinois? Et on commence
Maintenant, Tsoi Cheng naît en 1972 dans une région en pleine ébullition, Macao, encore colonie portugaise et voisine de Hong Kong, alors l'un des territoires les plus vibrants du monde cinématographique asiatique. Car en cette année 1972, le cinéma de Hong Kong est en train d'entrer dans une nouvelle ère. L'âge d'or est sur le point de commencer. Dans les années 70, le cinéma hongkongais explose, l'industrie est prolifique, rapide, effervescente. Les studios comme la Shaw Brothers ou la Golden Harvest tournent à la chaîne. On produit des films d'arts martiaux, des comédies cantonaises, des opéras wuxia, des drames sociaux, des polars urbains. On tourne en quelques semaines, on enchaîne les prises, les cascadeurs risquent leur vie et les films sortent partout. En Asie du Sud-Est, au Japon, à Taïwan, mais aussi en Europe et aux États-Unis, portés par un nom devenu mythe. Bruce Lee, car le monde découvre en même temps que la fureur de vivre asiatique peut se déployer dans un nouveau corps, une nouvelle posture. Le kung-fu n'est pas seulement un art martial, c'est un langage, un spectacle, un mode de récit, et Hong Kong en devient le centre nerveux. Des réalisateurs comme Chang Che, King Hu ou Lau Kar-lang signent les plus grandes œuvres du genre. Leurs films mettent en scène la vengeance, l'honneur, la discipline, la souffrance du corps et la maîtrise du souffle. Ce sont des tragédies antiques filmées à coups de pieds retournés et de cris suraigus. Mais pendant ce temps, en Chine continentale, le cinéma est quasi figé. Mao Tse-tung impose la révolution culturelle. L'art est un outil de propagande. On tourne des œuvres officielles, des opéras révolutionnaires, mais aucune fiction libre, aucun divertissement populaire. Le cinéma est au service du parti. Il est purgé, cadré, étouffé. Le contraste est saisissant. D'un côté, une ville où l'on tourne 300 films par an, où les stars sont adulées comme des stars du rock, où les genres se mélangent, se déstructurent, se recomposent. De l'autre, un pays de 900 millions d'habitants dont le cinéma est réduit à un théâtre figé, tourné vers le passé, obsédé par le dogme. Dans les années 80, le décalage s'accroît encore. Hong Kong entre dans sa véritable apogée. C'est l'arrivée d'une nouvelle génération de cinéastes, Tsui Hark, Ringo Lam, Han Hui, Yuen Woo-ping, mais aussi les futurs grands comme John Woo ou Wong Kar-wai. On y trouve tout, de l'action pure et dure, City on Fire, Better Tomorrow, du mélodrame, du fantastique, de la comédie absurde, de la critique sociale, du thriller urbain, des films de fantômes. On tourne dans les rues, on tourne dans les marchés, dans les couloirs des tours HLM, et on filme vite, très vite. C'est un cinéma organique, brutal, hyper efficace, mais aussi poétique, étrange, baroque. Le cinéma hongkongais des années 80-90 est une école de la liberté. Tout y est possible. On saute d'un genre à l'autre, on y découvre des visages, on y crée des mythes. Jackie Chan, Chow Yun-fat, Tony Leung, Maggie Cheung, Brigitte Lin, Michelle Yeoh, des légendes vivantes. En Chine, à la même époque, le dégel est lent. La réforme et l'ouverture de Deng Xiaoping autorisent peu à peu un certain assouplissement. C'est l'arrivée de la 5e génération. Zhang Yimou, Chen Kaige, Tia Zhuangzhuang. Leurs films, comme Le Sorgho Rouge ou Adieu ma concubine, impressionnent les festivals internationaux, mais ils restent austères, méditatifs, souvent historiques, marqués par la douleur du passé. Le cinéma populaire, lui, est encore marginal. La Chine n'a pas encore de blockbuster, pas encore de star system. Elle n'a pas encore trouvé son propre langage commercial. Pendant ce temps, Hong Kong cartonne au box-office, dans les marchés internationaux, dans la culture pop. Et pourtant, une ombre plane. 1997. L'accord de rétrocession approche. Le territoire repassera sous tutelle chinoise. L'angoisse monte, le doute s'installe. Certains partent comme John Woo, d'autres restent. Mais le sentiment dominant, c'est celui d'un monde qui vacille. Et en effet, à partir de la fin des années 90, le cinéma hongkongais perdra peu à peu de sa superbe. Non pas par manque de talent, mais parce qu'un autre jeu plus grand, plus lourd est en train de se mettre en place. 1997. La rétrocession a lieu. Officiellement, Hong Kong reste libre, un pays de système, promettent les accords, mais dans les faits, l'industrie du cinéma entre dans une phase de mutation profonde. L'âge d'or est terminé. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une lente érosion. Les studios ferment les uns après les autres. Le public local, saturé, fatigué, se détourne. Les grands noms partent à Hollywood où s'efface. Le piratage s'étend, les budgets fondent. Et surtout, la Chine continentale devient incontournable. Elle est la nouvelle promesse, le nouvel Eldorado, mais aussi le nouveau cadre.
Désormais, pour exister, il faut plaire à Pékin. Il faut composer avec la censure, avec les quotas, avec les valeurs positives. Fini les gangsters violents, les policiers corrompus, les romances queer, les femmes fatales. Fini les récits nihilistes, les fins amères, les personnages ambigus. Une ère s'achève et une autre commence. C'est dans Secret de Vague que Soi Cheng fait ses débuts. Il n'a pas fait d'école de cinéma, il ne sort pas d'une promotion dorée, il n'est pas le protégé d'un studio, ni l'héritier d'un système en place, il n'est pas un fils d'eux, ni un produit d'eux. Il est un jeune homme de Macao, passionné d'images, qui décide à la fin des années 90 de tout quitter pour Hong Kong, pour tenter sa chance. Il débarque dans une industrie qui ne sait plus où elle va. Les grandes machines de l'âge d'or tournent encore, mais de moins en moins. Les stars brillent encore, mais leur lumière commence à faiblir. Les jeunes cinéastes cherchent leur place dans un monde qui bascule entre tradition locale et exigences chinoises. Et au milieu de ce champ de ruines encore tiède, Soi Cheng fait ce que font tous les artisans. Il apprend. Mais pas sur n'importe quel plateau, sur ceux de Ringo Lam et de Johnny To, deux figures majeures du cinéma hongkongais, deux visions, deux écoles. Ringo Lam, c'est la rage urbaine, l'urgence, le chaos, un cinéma qui filme les bas-fonds, les flics véreux, les rues moites, les flingues qui dérapent. Il est l'auteur de City on Fire de 1987, ce polar fiévreux qui inspira Reservoir Dogs à Tarantino, un film nerveux, brutal, sans illusion. Chez Ringo Lam, il n'y a pas de héros, que des hommes au bord, des figures tragiques, consumées par leur propre trajectoire. Il filme vite, il filme dur, peu de fioritures, beaucoup d'instinct. Un cinéma de la rue, du choc, de la perte. Avec lui, Soi Cheng découvre le goût du réalisme brut. Il apprend à filmer la ville comme un piège, à écrire des personnages condamnés d'avance. Il retient cette énergie sale, électrique qui traverse les polars hongkongais de la grande époque. Et surtout, il comprend que l'action ne sert à rien si elle n'est pas tragique, si elle ne porte pas la perte. Et puis, il y a Johnny To, le cinéaste du contrôle, de l'ellipse, du silence, une autre école, une autre manière de penser le genre, moins instinctive, plus géométrique. Johnny To, c'est The Mission, Election, Exiled, des polars chorégraphiés comme des ballets, des hommes d'honneur qui se taisent plus qu'ils ne parlent, des dialogues secs, des cadrages millimétrés. Avec lui, Soi Cheng apprend la mise en scène comme rituel. Il comprend que l'espace peut être une tension, que l'absence peut être plus forte que la violence, que l'élégance formelle n'est pas l'ennemi de l'émotion et que le genre même codifié peut devenir un langage poétique. Entre la brutalité de l'âme et le raffinement de To, Soi Cheng trouve peu à peu son équilibre. Il emprunte à l'un son goût de la douleur, à l'autre son goût de la stylisation, et c'est dans cette double filiation qu'il commence à dessiner les contours d'un cinéma à lui. Un cinéma noir, mais opératique, physique et charnel, mais mental. Populaire, mais inquiet. Un cinéma issu de l'âge d'or, mais qui ne croit plus dans l'héroïsme pur. Un cinéma né dans le désenchantement, mais qui cherche dans chaque plan une tension, un vertige, un sursaut. Et c'est fort de cet apprentissage, au contact de 2 maîtres dont il ne sera jamais vraiment le disciple, mais toujours l'élève libre, que Soi Cheng va se lancer dans ses propres projets. Dans les marges, avec peu de moyens, mais avec une rage intacte. Car si l'âge d'or est fini, le polar hongkongais n'est pas mort, il suffira juste de le réinventer. Mais avant de le réinventer, encore faut-il l'éprouver. Et pour Soi Cheng, cette épreuve commence par des films modestes, fauchés, parfois maladroits, mais déjà habités. Entre 2000 et 2003, il enchaîne 4 films d'horreur d'exploitation, réalisés dans des conditions précaires, avec des moyens limités, mais avec une volonté claire. Faire du cinéma de genre, frontal, populaire, sans complexe. Le premier, Diamond Hill, de 2000, est un drame social teinté de surnaturel, centré sur les bas-fonds d'un quartier hongkongais menacé par la destruction. Il pose déjà certains motifs qui reviendront souvent dans son œuvre. La violence urbaine, la marginalité, les lieux condamnés et surtout le sentiment d'étouffement dans une ville tentaculaire. Vient ensuite Horror Hotline Big Head Monster de 2001, un pur film d'exploitation inspiré des talk-shows nocturnes et des légendes urbaines locales. Le film flirte avec le found footage, la radio libre, le body horror. On y retrouve le goût de Soi Cheng pour les récits éclatés, les traumas enfouis, les monstres psychologiques. C'est maladroit, c'est bancal, mais c'est viscéral. Le film est vendu à l'international, c'est un petit succès pour un film de niche. Il enchaîne avec New Blood, sorti en 2002, plus épuré, plus sombre, plus mental, une variation sur le vampirisme affectif, à mi-chemin entre le thriller et le drame psychologique. Peu de dialogue, une ambiance lourde, presque clinique. Le film ne fait pas d'éclat, mais il confirme que Soi Cheng creuse dans l'ombre d'un sillon personnel. Et enfin, The Death Curse de 2003, une comédie horrifique adolescente, plus légère, presque parodique, qui tranche avec le ton habituel du cinéaste. Le film, produit par la Milky Way de Johnny To, est une commande. Soi Cheng la respecte, sans briller, mais il commence à se faire un nom dans le milieu.
4 films, 4 tentatives, 4 exercices de style, mais c'est en 2004 qu'il passe un cap. Avec Love Battlefield, Tsui Cheng livre son premier véritable geste de cinéma. Un film hybride, un ovni, un film qui commence comme une romance urbaine dans les rues de Hong Kong avant de bifurquer brutalement vers le film d'action. La rupture est sèche, la violence est frontale et surtout, l'amour devient une zone de guerre. Et c'est là, dans ce glissement, que Tsui Cheng affirme sa signature. Utiliser les codes du genre pour révéler les tensions émotionnelles. L'action ne sert pas à divertir, elle sert à exprimer une rage, un manque, un effondrement. Love Battlefield n'est pas un succès commercial, mais il attire l'attention des critiques. Il reçoit le Film of Merit Award de la Hong Kong Film Critics Society et surtout, il révèle un metteur en scène capable de mélanger les registres, de piéger le spectateur dans un faux confort, puis de l'écraser sous une réalité plus dure, plus violente. L'année suivante, Tsui Cheng tente un virage audacieux, Hidden Heroes de 2004, une comédie de science-fiction complètement absurde, dans la veine des Stephen Chow ou des parodies de Kung Fu. Le film est chaotique, décousu mais révélateur, il ose tout, sans peur du ridicule. Le réalisateur cherche encore sa voie, expérimente, tente, rate parfois, mais apprend vite. Puis en 2005, il fait un retour à l'horreur avec Home Sweet Home, un huis clos paranoïaque presque kafkaïen, dans un immeuble labyrinthique où une mère recherche son fils. Le film est plus abouti, plus resserré, plus atmosphérique, l'image est crade, l'ambiance est suffocante. On y sent l'influence de Darkwater, mais avec une angoisse plus sociale. La peur y est celle de la disparition, de l'isolement, de l'effacement dans une ville devenue inhumaine. Mais c'est en 2006 que Tsui Cheng va frapper fort. Très fort et s'imposer selon nous comme un véritable cinéaste à suivre. Le film s'appelle Dog Bite Dog, c'est une claque monumentale. Et on vous en parle dans la prochaine partie de la vidéo qui arrive dès mercredi. Et oui, face à l'engouement généré par la chaîne, on a décidé de vous remercier en accélérant un peu le rythme. Et en vous proposant désormais 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et pour rendre cela viable, on vous demande si vous aimez notre travail, de liker, de commenter, de vous abonner surtout et de partager au maximum. C'était Contrebande, à très vite.